what you up to with Miss Ellen Porter? You're gonna make me a new dress. Not with Miss Ellen Porter, not while I got breath in my body. Great balls of fire. And my putty is now. That's what you think. I was going to land it with you in that new dress. Oh, Mammy, darling. No use to try to sweet talk me, Miss Scarlett. I knows you ever since I put the first pair of diamonds on you. I said I was going to land it with you, and voila I is. You've been brave so long, Miss Scarlett. You just gotta go on being brave. Think about your Paul like he used to be. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Out of my way, 8-ball. Who wants to get in your way? Hey, you, wait a minute. What you want? Where'd you get that gold brooch? You mean this scrumptious piece of jewelry? Yeah, where'd you get it? Just give it to me. Who gave it to you? Ask me no questions and I'll tell you no lies. En 1940, Hattie McDaniel devient la première Afro-Américaine à remporter un Oscar pour son rôle de soutien dans Autant en emporte le vent. Le chemin jusqu'à cette statuette convoitée n'a pas été si évident. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode très intéressant aujourd'hui puisqu'on va parler de Hattie McDaniel, première personne de couleur à remporter un Oscar. On va parler aussi de la ségrégation aux États-Unis un peu parce que Hattie McDaniel a été une figure très importante de la lutte contre la ségrégation. Figure importante, mais beaucoup critiquée malheureusement par sa propre communauté, on va en reparler un peu plus tard. La grande majorité de ces critiques vont arriver quand elle accepte le rôle de Mamie dans Autant en emporte le vent. Méga production de l'époque. Elle va en souffrir un peu et c'est logique. Bref, épisode très intéressant aujourd'hui, mais avant de parler de Hattie McDaniel et de Autant en emporte le vent, on va aborder la situation des Afro-Américains dans les années 30. Dans les années 30, la situation de la communauté noire aux États-Unis est à la veille du début de la fin pour la ségrégation. C'est une drôle de phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. La condition des Afro-Américains est très précaire. Ils vivent souvent sous le seuil de la pauvreté et ont encore beaucoup de restrictions. La plupart des États américains ont toujours en place et font toujours respecter des mesures et des lois racistes. Par exemple, les personnes de couleur ne peuvent pas fréquenter des lieux plus luxueux, entre guillemets, comme des hôtels, des centres commerciaux et même les écoles. Dans certaines villes américaines, il y a des établissements scolaires destinés uniquement aux personnes blanches. Même les endroits mixtes ont parfois des sections de leurs locaux destinés uniquement aux personnes de couleur. La communauté noire, en plus de vivre à travers les restrictions en société, ont des choix de métiers pas mal plus restreints que les blancs. Souvent, les hommes vont être des ouvriers sous-payés ou vont s'occuper d'emplois à temps partiel toujours moins bien payés évidemment et bien sûr parfois sous la table. Les femmes, elles, sont souvent femmes de ménage, gardiennes d'enfants ou au service d'hommes blancs très très riches. Dans les années 30, bien que l'esclavage soit interdit depuis 1863, on peut retrouver certains esclaves d'origine africaine encore. Ces gens-là, souvent, vivent cachés dans des conditions atroces, dorment dans des granges mal isolées et sales. Ils peuvent pas vraiment se révolter parce que, malheureusement, très souvent, c'est des immigrants illégaux qui ont fui leur pays. En plus d'avoir des conditions sociales très difficiles, les Afro-Américains doivent vivre avec une justice qui est loin d'être équitable. Lors de procès, si une personne de couleur s'est retrouvée près d'un crime, elle va être accusée à tort. Même sans preuve valable, les Noirs sont majoritairement reconnus coupables qu'il ait ou non un lien avec des crimes. La vraie justice américaine est moins équitable, mais tout de même moins violente que la justice populaire. Dans la grande majorité des États américains, le lynchage public est très courant à cette époque. Les résidents de petits quartiers n'hésitent pas à pendre aux arbres quelqu'un qu'ils soupçonnent d'avoir commis un vol, une agression ou parfois juste d'avoir désobéi à ses patrons.
Tout le monde y passe, souvent des hommes, mais on lynche aussi des femmes et même parfois des enfants. C'est très violent, il y a que très peu de pitié et souvent on dit « ça servira d'exemple ». On estime qu'il y a eu plus de 10 000 incidents du genre entre 1910 et la fin des années 60. C'est pas si loin de nous, hélas. À la fin des années 30, Billie Holiday, célèbre chanteuse de blues et de jazz afro-américaine, a chanté pour la première fois la chanson Strange Fruit, chanson qui fait directement référence à ces séances de lynchage public. Les étranges fruits qui poussent aux arbres font référence aux corps qui pendent pendant plusieurs jours dans ces quartiers. Magnifique chanson que plusieurs artistes ont interprétée par la suite. Allez l'écouter si vous connaissez pas. Magnifique, là, bon, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Les années 30, c'est aussi la grande période pour le Ku Klux Klan. C'est à ce moment-là qu'ils sont le plus actifs et qu'ils causent beaucoup de peur et de crainte auprès de la communauté noire. Les années 30 marquent aussi le début de la fin pour la ségrégation. Les mouvements sociaux pour améliorer les conditions de la communauté afro se font de plus en plus présentes, mais surtout ont de plus en plus de poids en société. La vie culturelle américaine commence à bouger beaucoup et on voit dans les salles de spectacle et sur les grands écrans des personnalités de couleur qui deviennent les visages de la lutte face à la ségrégation. Parmi ces visages, il y a Hattie McDaniel. Lorsqu'arrive la fin des années 30, Hattie McDaniel est déjà un visage bien connu du cinéma, mais aussi de la lutte contre la ségrégation. Elle a accumulé les rôles de soutien aux côtés des plus grands noms du cinéma comme Jean Harlow, Joan Crawford, James Stewart et Clark Gable. Hattie et Gable sont de très grands amis d'ailleurs. Ils sont toujours très heureux de se retrouver que ce soit sur les plateaux ou en dehors du cinéma. Depuis le début de sa carrière, comme je le disais, Hattie McDaniel a principalement joué des rôles de bonne, de femme de chambre avec à peu près tous les studios, donc tout le monde la connaît. En plus, elle sait tout faire. Elle joue majoritairement dans des comédies, mais c'est très bien joué dans les films tragiques. En apparaissant très souvent aux côtés de grandes stars, à la fois à l'écran et dans la vie de tous les jours, Hattie a changé la mentalité de millions d'Américains. Elle exprime hyper bien ses idées et ça, pour faire passer un message, faire changer les choses, c'est parfait. Comme je le disais, elle faisait partie de pas mal de groupes sociaux qui voulaient aider, faire changer la condition des Noirs au pays. Elle a relié à sa cause plusieurs de ces grandes stars blanches comme Crawford et Gable qui ont parlé très souvent, qui ont fait des discours pour que toutes les choses changent. À l'époque, ça paraît bizarre à dire aujourd'hui, mais en 1930, ces stars blanches n'ont pas peur de dire en gros « Les Noirs, ce sont des personnes comme nous », des paroles qui à l'époque pouvaient causer tout que des émois. Aujourd'hui encore, dans certains coins du monde, ça en causerait malheureusement. Dans les rues américaines, on voit de plus en plus de manifestations de la communauté noire qui hurlent que les choses changent et vite. Et on voit aussi de plus en plus de figures connues comme Hattie qui rallie aussi ses bons amis célèbres. Vous l'aurez compris, au milieu des années 30, Hattie McDaniel est à la fois une star du cinéma et une militante de renom.
Malheureusement, même si elle est une actrice reconnue, Hattie doit parfois, pour boucler ses fins de mois, être une vraie femme de ménage et réaliser quelques petits contrats. Des contrats qui lui rapportent quelques dollars de plus. Parce qu'être une actrice noire, aussi reconnue que vous le voulez, est tout de même moins payant qu'être une Joan Crawford, Bette Davis ou encore une Marlène Dietrich. En moyenne, Hattie gagne entre 500 et 800 dollars par tournage parfois, tandis qu'une actrice de soutien qu'on voit moins à l'écran ou même une actrice qui n'apparaît que quelques secondes à l'écran peut être payée plus de 1000 dollars par semaine. Et encore là, je vous parle pas des 200 000 dollars que peuvent faire les méga stars de l'époque par tournage. La différence est énorme. En plus, Hattie est extrêmement généreuse. Elle donne beaucoup d'argent aux organismes qui viennent en aide à la communauté afro-américaine. Elle accueille chez elle des familles qui ont besoin d'un toit pour un petit moment et leur fournit tout ce qu'ils ont besoin. Elle donne beaucoup et reçoit que très peu de la part du cinéma, mais malgré tout, elle trouve toujours un moyen de vivre, d'être indépendante. Malheureusement, malgré toutes ses bonnes actions, son implication immense pour faire évoluer les mentalités, Hattie est très critiquée par certains membres de sa communauté. On lui reproche d'encourager les stéréotypes en jouant que des femmes de ménage, de compagnie ou des bonnes, en plus de donner parfois un certain côté imbécile à ses personnages. On aimerait voir Hattie McDaniel jouer d'autres choses, mais elle accepte ce qu'on lui offre. Dans le premier quart du 20e siècle, la majorité des acteurs et actrices noirs jouent des servants, des bonnes, c'est ce qu'on leur propose, ils n'ont pas vraiment le choix. Face à ces critiques, Hattie déclare qu'elle accepte pour vivre. Elle a besoin d'argent si elle veut continuer d'aider sa communauté qu'elle aime à aider à faire changer leurs conditions. Ces critiques-là la touchent beaucoup. Elle comprend pas pourquoi on la critique et avec raison. À ce moment-là, Hattie McDaniel est la star afro-américaine la plus connue au pays et en plus, je le répète, elle est une militante fantastique en plus d'être généreuse. Ils ont aucune raison de la critiquer. C'est dans ce contexte que Hattie entend parler d'une méga production hollywoodienne, Autant en emporte le vent. Film qui se déroule en 1861 qui raconte l'histoire de Scarlett O'Hara et de son triangle amoureux complexe. C'est un résumé très simple de ce film-là qui dure 4 heures. À la fin de l'année 1938, la MGM, en collaboration avec la Selznick, entreprennent ce film ambitieux. La distribution est presque complète. Vivian Leigh, Olivia de Havilland et Clark Gable sont les principaux acteurs de renom du film. Mais il reste un rôle à combler, celui de Mamie, la femme de maison, anciennement une esclave dans les plantations. Pour combler ce rôle, on a pensé à plusieurs actrices, mais aucune ne fait une audition parfaite. On appelle alors de nouvelles actrices pour passer une nouvelle audition, dont Hattie McDaniel. L'actrice n'est pas certaine de vouloir jouer dans cette méga production. Elle hésite et en fait part à Clark Gable, son grand ami. Gable la convainc d'au moins passer l'audition et finalement Hattie se présente vêtue en femme de ménage. Selon les biographes de Gable, l'audition d'Hattie n'avait rien d'exceptionnel. La MGM ne voulait pas de l'actrice pour Autant en emporte le vent pour 2 raisons. 1. Hattie McDaniel est plus reconnue pour ses talents comiques et non dramatiques. Et 2. L'audition ne les a pas convaincus complètement. Mais c'est ici que Gable revient et convainc les producteurs d'engager son ami. La MGM contacte alors Hattie, qui elle s'était déjà mise à la recherche de contrats pour d'autres studios et qui avait accepté quelques petits contrats de femme de ménage ici et là pour boucler ses fins de mois. Elle apprend alors qu'elle va devoir annuler tous ses plans de ménage et tourner dans cette méga production et elle accepte avec une grande joie. Le tournage du film se passe très bien. Sur le plateau, tout le monde est étonné devant la performance de Hattie dans le rôle de Mamie. Hedda Hooper, qui commence sa carrière de journaliste à l'époque, a des échos du tournage où on raconte qu'Hattie McDaniel va voler la lumière à Vivian Leigh et aux autres acteurs. La performance de l'actrice est sensationnelle.
En dehors des plateaux, en coulisses, l'ambiance est festive. Clark Gable et Hattie se jouent des tours. Il est loin d'être rare d'entendre le rire très contagieux de l'actrice dans les couloirs. Une fois le tournage terminé, Hattie McDaniel ne se doute pas que ce film sera un véritable tremplin à la fois pour sa carrière, mais aussi pour l'histoire. Quand Autant en emporte le vent sort en salle, le film est un succès immense. Encore aujourd'hui, on en parle comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, bien que dans les dernières années, il ait été pas mal controversé. Mais avant sa sortie, le film était aussi très attendu. Il y avait beaucoup d'attentes du public. Les premières du film ont été assez mouvementées à cause d'Hattie McDaniel et de la ségrégation américaine. La MGM avait choisi pour la grande première d'Autant en emporte le vent, non pas Hollywood, mais Atlanta, dans l'État de la Géorgie. En 1939, la Géorgie est l'un des États les plus ségrégationnistes des États-Unis. C'est là qu'on retrouve la majorité des lynchages publics, mais aussi des membres très importants et influents de groupes racistes radicaux. La ville d'Atlanta, elle, fait pas exception et est loin d'être à part ou le mouton noir des autres villes de son État. À Atlanta, la grande majorité des théâtres, des cinémas, des écoles, des épiceries et presque tous les lieux sociaux sont interdits à la communauté afro-américaine. David O. Selznick et la MGM doivent demander une permission spéciale afin qu'Hattie McDaniel puisse assister à la première le 15 décembre 1939. Le producteur et le studio vont écrire plusieurs fois, non seulement au théâtre, mais aussi à la ville d'Atlanta et auront aucune réponse. Devant l'absence de réponse, la MGM rencontre Hattie et lui demande de ne pas assister à la grande première du film. Le studio a peur qu'un incident qui serait engendré par des groupes racistes ruine la première d'Autant en emporte le vent et nuise à la publicité. Hattie est déçue, oui, mais elle comprend. Elle décide de ne pas y aller pour pas nuire au film. Quand Clark Gable, le grand ami d'Hattie, apprend qu'on a demandé à l'actrice de ne pas se présenter, il est furieux. Il bondit dans les bureaux de la MGM et va leur dire que c'est un grand manque de respect à la fois pour Hattie, qui est exceptionnelle dans le rôle de Mamie, mais aussi pour toute la communauté noire américaine. Gable leur dit que le studio avait le pouvoir de créer un grand coup d'éclat en obligeant le théâtre ségrégationniste à faire entrer une personne de couleur. Un événement aussi petit mais important aurait pu faire évoluer les choses à Atlanta, voire dans toute la Géorgie. Mais non, ils ont reculé, ils ont eu peur. Gable est furieux et menace de ne pas se présenter à Atlanta si McDaniel n'y est pas. L'actrice entend des échos de cette menace par d'autres amis et va appeler Gable personnellement. Elle lui demande d'assister au film et de faire acte de présence pour elle. Elle ajoute que de toute façon, elle ne comptait pas y aller. Elle sait que ça pourrait être dangereux pour elle. Clark Gable ira finalement à la première à Atlanta, mais dira aux journalistes qu'il y a une grande absente, Hattie McDaniel. Même chose pour les deux actrices principales du film, Vivian Leigh et Olivia de Havilland, qui soulignent l'absence de l'afro-américaine à cette première. Puis le 28 décembre 1939, la première hollywoodienne est organisée. Hattie McDaniel, peut-être encore déçue de ne pas avoir été présente à Atlanta, pense ne pas aller à cette première. Elle en fait part à Gable qui, lui, insiste pour qu'elle y soit. Elle n'a pas à craindre à Hollywood un incident raciste. Mais Hattie est difficile à convaincre et au bout d'une longue discussion, Gable réussit à l'amener à la première.
À Hollywood, sur les programmes de la soirée, la photo d'Hattie McDaniel est plus grande que toutes les autres. C'est donc une actrice très heureuse, tout sourire, qui se présente à Hollywood pour la première. Autant on emporte le vent, comme je le disais, est un immense succès. Si la grande majorité des amateurs de cinéma s'enthousiastent à propos du film, il y a certains groupes qui, eux, le critiquent fortement. Pour commencer, des personnes blanches très très riches, souvent plus âgées, vont critiquer le parler très franc et familier qu'Hattie McDaniel donne à son personnage. Mamie est une ancienne esclave sur les plantations qui est au service de ses propriétaires et Hattie a choisi de parler plus familier au personnage et ça choque. Ces gens très riches sont très offusqués de voir une servante noire parler ainsi à ses maîtres. La population afro-américaine, eux aussi, compte quelques mécontents. Si la majorité de la communauté noire est heureuse de ce succès, certains s'indignent de voir Hattie connaître le succès une nouvelle fois dans un rôle de servante. Ils aimeraient la voir dans un rôle principal autre qu'une femme de ménage ou une bonne. Ils appellent même au boycott du film. Hattie décide, pour une rare fois dans sa carrière, de faire abstraction de ses mauvaises critiques. Elle adore son personnage et elle en voit une autre dimension. En choisissant de parler plus familier à ses propriétaires, elle pose un geste social important. Peu importe qui se retrouve devant Mamie, elle leur parlera comme si c'était de la famille. Elle oublie la hiérarchie sociale. Peu après la sortie du film, l'Académie dévoile qui est en nomination et dans quelle catégorie. Autant on emporte le vent est nommé 8 fois aux Oscars et pour la première fois, figure une personne de couleur, Hattie McDaniel. Regardless of creed, race, or color. It is with the knowledge that this entire nation will stand and salute the presentation of this plaque that I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting roles during 1939 to Hattie McDaniel. Academy of Motion Picture Arts and Science, fellow members of the motion picture industry, and honored guests. This is one of the happiest moments of my life. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. Quand les Oscars dévoilent les nommés dans les différentes catégories, personne n'est étonné de voir autant en emporte le vent 8 fois dans les plus grandes catégories dont meilleure actrice et meilleur directeur. Mais aussi, l'histoire s'écrit. Pour la première fois, une personne noire se retrouve dans l'une des catégories et c'est Hattie McDaniel, en nomination pour meilleure actrice dans un rôle de soutien. Jamais avant 1940, une personne noire avait eu cet honneur. À la suite de cette annonce, Hattie reçoit des centaines de lettres venant de personnes de toute communauté lui témoignant leur bonheur de voir cette avancée sociale. Hattie est très heureuse. Malheureusement, elle va rapidement déchanter. L'Académie décide en 1940 que la cérémonie des Oscars aura lieu au Coconut Grove Restaurant à l'Hôtel Ambassador de Los Angeles. L'Hôtel Ambassador est un hôtel de luxe qui tient des mesures ségrégationnistes strictes, comme aucune personne de couleur est admise dans l'établissement. Hattie ne peut pas y aller. L'actrice est démolie. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis et collègues. En apprenant qu'Hattie McDaniel ne sera pas au gala, plusieurs acteurs menacent de ne pas se présenter. Parmi ces acteurs, on peut nommer bien évidemment Clark Gable et Vivian Leigh, mais aussi Joan Crawford, Cary Grant, Betty Davis, Olivia de Havilland, Claudette Colbert, Robert Taylor et une panoplie d'importantes personnes de l'industrie. Rapidement, cet appel au boycott prend de l'ampleur quand plusieurs acteurs prennent publiquement parole et position dans les médias. L'affaire Hattie McDaniel secoue les États-Unis de plein fouet. Luella Person,
partisane reconnue d'Hattie et influente journaliste, prend elle aussi la parole et elle mâche pas ses mots. Elle presse la MGM de prendre des mesures rapides et efficaces afin de permettre à l'actrice d'assister à la cérémonie. Parson ajoute que ce serait un acte ignoble de ne pas permettre à McDaniel d'assister à cette cérémonie historique. En plus qu'elle est une prétendante immense pour le titre de meilleure actrice dans un rôle de soutien. Elle a de fortes chances de gagner même. La MGM et l'Académie n'ont pas le choix d'agir, sinon les Oscars de 1940 seront un flop total. L'Académie s'entend finalement avec le propriétaire de l'Hôtel Ambassador pour permettre à Hattie d'assister à la soirée. Par contre, il y a une condition. Hattie et son accompagnateur, noir également, devront être assis tout au fond de la salle, à une table installée spécialement pour eux. Elle ne pourra pas être assise avec les autres acteurs d'Autant en emporte le vent. Le soir du gala, Hattie est l'une des premières arrivées. Elle parle rapidement aux journalistes avant de gagner sa place spéciale. Lorsque Gable entre dans la salle, il prend place et s'étonne de ne pas voir Hattie. Il se retourne et la voit, éloignée de tout le reste de la salle. Elle est si loin qu'aucune caméra peut capter l'actrice. Gable se lève et avec l'aide d'Olivia de Havilland et de Joan Crawford vont déplacer quelques tables et quelques chaises pour permettre à l'équipe d'Autant en emporte le vent d'être assis avec Hattie McDaniel. Ça devait être assez drôle quand même de voir Crawford et de Havilland en robe de soirée, paillettes et fourrure en train de déplacer, de réemménager la salle. Après quelques agitations, la soirée commence. Puis vient le moment de dévoiler la meilleure actrice dans un rôle de soutien. La salle est fébrile. Le nom d'Hattie McDaniel est prononcé. Elle remporte la statuette. Gable et les autres acteurs du film sont euphoriques. Hattie s'avance tout sourire et prononce, selon Louella Person, le discours le plus poignant de toute l'histoire des Oscars à ce moment-là. Autant en emporte le vent remporte les 8 catégories dans lesquelles il se retrouve. Elle fut la première personne de couleur à remporter un Oscar. Hattie McDaniel a écrit l'histoire. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.